Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez depuis la ville de Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu. En ce net moment, madame, messieurs, bienvenue à cette grande édition dont je vous présente les trois principaux titres à l'ordre du jour. Évariste Ndayishimiye est désormais à la tête de l'Union africaine. Le président burundais arrive dans un contexte délicat. Le Nord Kivu qui connaît donc une montée de tension avec l'offensive du M23, tandis que son pays combat aux côtés de FARDC. Est-ce que ce sera le début de l'impartialité pour Ndayishimiye? Nous en dirons un peu plus dans ce journal. Et puis le phénomène Pakajuma, cela continue. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus de l'historique de ces bidonvilles emblématiques de Kinshasa dans cet élément choisi par Gigi Nende. Et puis à l'international, à l'approche du mois sacré, la hausse de prix sur les marchés égyptiens inquiète le consommateur. Comme je le disais tantôt, Évariste Ndayishimiye, désormais à la tête de l'Union africaine, arrive dans un contexte délicat. Le Nord Kivu connaît une montée des tensions avec l'offensive du M23, tandis que son pays, le Burundi, combat aux côtés des FARDC. Sa présidence offre à la RDC une opportunité de poids diplomatique, mais son engagement militaire pourrait limiter sa marge de manœuvre en tant que médiateur africain. Analyse de Nomomat. L'élection du président burundais Évariste Ndayishimiye à la présidence tournante de l'Union africaine survient dans un contexte délicat pour la région des Grands Lacs. La crise congolaise, marquée par l'offensive du M23 dans le Nord Kivu, reste un sujet prioritaire, tandis que des forces régionales, dont l'armée burundaise, soutiennent le FARDC dans leurs opérations. Cette double casquette, chef d'État et partie prenante militaire, place Ndayishimiye dans une position ambivalente. D'un côté, elle lui confère une légitimité opérationnelle. Le Burundi connaît les terrains et les dynamiques locales et son engagement aux côtés des FARDC lui donne un poids réel dans les discussions sécuritaires. Il pourra ainsi plaider pour un mandat renforcé de l'Union africaine sur la sécurité régionale et insister sur le désarmement des groupes soutenus par des pays voisins. Mais cette implication directe est aussi une limitation stratégique. En tant que force engagée, le Burundi peut être perçu comme partial, ce qui pourrait fragiliser le rôle des médiateurs que l'Union africaine est censée jouer. Les États favorables au Rwanda pourraient contester toute décision qu'ils jugeraient influencée par un intérêt national plutôt que par une vision continentale. Malgré ces contraintes, Ndayishimiye dispose de leviers importants. Sur le plan diplomatique, il peut influencer l'agenda des sommets, soutenir les résolutions de l'Union africaine sur la sécurité régionale et superviser la désignation d'envoyés spéciaux pour la RDC. Sur le plan politique, il a l'opportunité de maintenir la crise congolaise au centre des priorités africaines et de renforcer les rôles de l'Union africaine comme acteur incontournable face aux interventions externes. Cependant, préviennent certains diplomates, son action doit être prudente. L'efficacité de sa présidence dépendra de sa capacité à jouer un rôle de facilitateur capable de réunir les États membres autour d'une solution pacifique plutôt que de se positionner comme acteur militaire. Toute tentative d'imposer une ligne dure pourrait nuire à la perception de neutralité de l'Union africaine et limiter sa capacité à conduire une médiation crédible. Et donc, l'arrivée de Ndayishimiye à la tête de l'Union africaine constitue une opportunité pour la RDC, mais également un défi pour l'organisation continentale. L'équilibre entre engagement direct et rôle de leadership panafricain sera déterminant pour la crédibilité de l'Union africaine et pour l'avenir de la stabilité dans le Grand Lac. Et puis dans un autre registre, la Belgique refuse à la société américaine Cobalt Metals l'accès aux archives géologiques congolaises. Le Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren a rejeté la demande de cette société qui souhaite obtenir ces archives géologiques sur la République démocratique du Congo en perspective d'une exploitation. La société américaine ambitionne d'utiliser des outils technologiques
pour une recherche plus poussée. L'entreprise lorgne sur le lithium congolais. Le refus de la Belgique crée un bras de fer inédit. Plus de détails dans ces commentaires. D'après certaines sources, l'entreprise américaine entendait appliquer des outils d'intelligence artificielle pour analyser des documents historiques et identifier de nouveaux gisements potentiels dans le sous-sol de la RDC. Le musée belge a toutefois refusé de lui céder les documents, invoquant la nécessité de numérisation menée de manière scientifique. Le directeur de musée, Barra Ouvry, a fait savoir que les documents sollicités relèvent du domaine public et non des archives d'entreprise qui peuvent être simplement cédées. Ces milliers de documents datant de l'époque coloniale belge pourraient révolutionner la cartographie des ressources en cuivre, cobalt et lithium de la RDC. Kinshasa et l'entreprise Cobalt Metals, soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos, exigent un accès pour numériser ces archives. L'objectif est d'accélérer la découverte des gisements dans un pays qui abrite plus de 70% de réserves mondiales de cobalt, essentiel aux batteries de véhicules électriques. Pour justifier son refus, la Belgique met en avant un projet de numérisation financé par l'Union européenne déjà lancé. Des copies numériques seront transmises progressivement aux autorités congolaises qui en auront un usage souverain. Ce plan vise à préserver le patrimoine tout en favorisant la coopération bilatérale sans impliquer l'intelligence artificielle des privés. Ce différend met en lumière les tensions autour des données géologiques en Afrique. D'un côté, la RDC cherche à moderniser son secteur minier pour maximiser ses revenus fiscaux face à la demande mondiale de métaux critiques. De l'autre, le pays ex-coloniaux protège leurs archives. De surcroît, l'enjeu est clair, le contrôle de l'accès à des données stratégiques pourrait redessiner la carte des investissements en RDC, évaluée à plusieurs milliards de dollars annuels. Par ailleurs, reste maintenant à savoir si des négociations diplomatiques permettront de débloquer la situation alors que la transition énergétique mondiale accélère la ruée vers le cobalt et le lithium congolais. Le secteur minier rime souvent avec celui de finances. Ces secteurs de la République démocratique du Congo est dans une zone de forte vulnérabilité. Face au retard de paiement des salaires de certains fonctionnaires, l'État congolais a contracté un emprunt de 70 millions de dollars alors que les FMI alertent sur la hausse de la masse salariale et les risques budgétaires pour 2025-2026. Jolino Malukisa, directeur du pilier gouvernance à Ebouteli, revient sur cette situation dans une interview accordée à Daniela Kalala. Suivez. La République démocratique du Congo se félicite d'une forte hausse de ses recettes publiques. Pourtant, derrière ces chiffres, la situation réelle est plus complexe. Certains fonctionnaires peinent à percevoir leur salaire à temps et l'État est en train de contracter un emprunt de 70 millions de dollars pour honorer certains de ses engagements. Interrogé sur les paradoxes, Jolino Malukisa, directeur du pilier gouvernance à Ebouteli, en donne son explication. C'est vrai que les recettes publiques ont augmenté, mais quand vous le comparez aux dépenses publiques, l'écart est encore très important. Et on peut justement comprendre pourquoi ce gouvernement éprouve des difficultés pour honorer ses engagements vis-à-vis des fonctionnaires. Pour l'expert, plusieurs mesures pourraient alléger la pression sur le budget, réduire les trains de vie des institutions politiques, revoir les rémunérations de hauts fonctionnaires et mandataires publics et identifier les fonctionnaires fictifs afin de concentrer les ressources sur ceux qui travaillent réellement. Ces actions permettraient au gouvernement de réaliser des économies et de mieux rémunérer les vrais agents de l'État, souligne Jolino Malukisa. La situation sécuritaire pèse également sur les finances publiques. Il faudra supporter beaucoup de dépenses pour les services de sécurité, pour l'armée, pour la police. Mais encore à ce niveau-là, il faut voir comment mieux contrôler la situation parce que le Congo, malheureusement, est toujours considéré comme un scandale
scandales de corruption. Enfin, l'expert insiste sur l'importance de la relance économique et de l'attraction des investissements. C'est aussi important d'améliorer le climat des affaires parce que la stabilité de la monnaie nationale, la capacité du gouvernement congolais à payer ses fonctionnaires dépend aussi de la relance de la production nationale. Plus vous attirez les investissements, plus vous avez la capacité de mobiliser davantage les impôts. À ce moment-là, ça pourrait aider à mieux gérer la situation de la paie des fonctionnaires. Donc, c'est vraiment des contextes structurels qui méritent une attention particulière et il faudra beaucoup de volonté politique en ce moment-là. Pour Jolino Malukissa, la sortie des crises des finances publiques nécessite des réformes structurelles, une meilleure gouvernance et une volonté politique forte. L'équation reste délicate. Concilier finances, sécurité et justice sociale est le défi majeur de l'État congolais. Réponse du berger à la bergère, réunis en conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Judith Souminois, le gouvernement de la République a assuré que la situation économique est sous contrôle et que l'État dispose de moyens pour payer le fonctionnaire. Le ministre des Finances Doudou Fouamba a expliqué que le décalage observé relève d'ajustements techniques habituels en début d'année, mécanisation et mise à jour notamment, et cela a entraîné un paiement progressif. Suivez donc le ministre des Finances pour plus de précisions. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajoutent à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations. Nous sommes en début d'année. Le gouvernement, l'année passée, a déboursé 59 millions de dollars pour compléter les PDL 145 territoires. Je peux confirmer à nos populations que le BCECO a réussi les fonds, les CFF. Nous avons d'ailleurs clôturé tous les financements qui étaient attendus au niveau du CFF. Les PLID également avaient déjà réussi tous les financements pour le premier volet et qu'au courant de l'exercice 2026, la loi des finances de l'année a prévu des sommes qui vont être allouées de manière pragmatique au programme PDL 145 territoires. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour nos populations. Les PDL, c'est un programme prioritaire du chef de l'État. Il va se déployer sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Autre sujet d'actualité, initialement programmée du 9 au 13 décembre dernier, la 13e session de la conférence de gouverneurs de province aura pour thème central transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain. Ces assises se tiendront du 3 au 7 mars prochain dans la ville de Bandundu. Le détail dans cet élément.
Initialement reportée, la 13e session de la conférence de gouverneurs de la République démocratique du Congo se tiendra finalement du 3 au 7 mars à Bandundouville, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Jacquemain Chabani lors de la 78e réunion du Conseil de ministres. Selon lui, les dispositions nécessaires ont été prises afin de garantir la bonne organisation de cette rencontre considérée comme un cadre stratégique d'échange entre les exécutifs provinciaux et les pouvoirs centraux. Organisée de manière périodique, cette conférence vise à consolider la gouvernance à l'échelle locale, harmoniser les politiques publiques provinciales et analyser les enjeux liés au développement ainsi qu'à la sécurité dans les différentes provinces du pays. Déjà en janvier, la première ministre Judith Suminwa avait fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs, notamment à ce qui concerne les infrastructures devant accueillir l'événement. Mais dans la province haute, l'attente est perspectible. Plusieurs habitants espèrent que cette rencontre permettra de débloquer certains projets en suspens, comme la mise en œuvre du barrage de Kakobola destiné à alimenter en électricité la ville de Kikwit et ses environs. Je l'ai annoncé au sommaire, né d'un foisonnement de dysfonctionnement urbain et de l'exode rural. L'exode rural, allais-je dire, le quartier Pakadjouma, ces bidonvilles emblématiques de Kinshasa, longtemps toléré comme une zone de survie et de non-droit, fait face à une destruction radicale entre stigmatisation sociale et urgence de salubrité publique. Le bulldozer est face aujourd'hui des décennies d'une histoire marquée par la précarité extrême, laissant de milliers de familles face au vide. Comment de dérèglement de gestion et l'abandon urbain ont-ils fait naître une cité de grande précarité et de promiscuité? Tentative de réponse dans ces commentaires signés Gigi Nende. À l'origine, Pakadjouma n'était pas un quartier d'habitation, c'était une zone stratégique de passage réservée aux rails et au transport des marchandises vers la capitale. Tout intrigue dans cette zone, devenue le terreau des maladies et repère des voleurs. Pakadjouma viendrait de Packer Junction, un terme anglais qui désignait un nœud ferroviaire clé. La question à savoir, comment ce site industriel est-il devenu l'un des plus grands bidonvilles de Kinshasa? Une occupation par nécessité au début du XXe siècle, la proximité du rail et du port de Libété attire une main-d'œuvre pauvre. Sans logement prévu par l'urbanisation coloniale, les travailleurs s'installent là. L'explosion démographique de la capitale au début des années 1990 est soutenable. Kinshasa voit sa population multipliée par 5, l'exode rural et la guerre à l'Est, les refoulements des compatriotes établis à Brazzaville ajoutent à la complexité des milliers de déplacés arrivés à Kinshasa sans moyens et occupent les emprises publiques de l'État et de l'ONATRA. Pakadjouma n'est donc pas un hasard, mais le résultat d'une planification urbaine oubliée, couplée à la pauvreté et à l'absence de politique de logement. Au-delà de Kinshasa, cette désorganisation urbaine constitue une bombe sociale qui pourrait secouer bien des villes en RDC. Puisque nous parlons de l'histoire de Pakadjouma, sachez que le 16 février 1992, une date qui est devenue mémoriale ou commémoratif en cette journée-là, deux citoyens descendus dans la rue pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine ont fait face à une répression de forces de l'ordre. Le bilan reste controversé. Les autorités évoquent une dizaine de morts, tandis que des organisations de la société civile parlent de pertes humaines bien plus importantes. 34 ans après exactement, qu'est-ce qui a été fait? Tentative de réponse dans cet élément de Patience Okeke. 16 février 1992 marquait le début d'une tragédie qui restera gravée dans l'histoire de la RDC alors que de manifestants réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine CNS ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre. Selon les sources officielles, une dizaine de manifestants ont trouvé la mort ce jour-là, tandis que la société civile avance un bilan beaucoup plus lourd évoquant la disparition d'une centaine de personnes. Des milliers de citoyens venus de différentes zones de
Kinshasa avait répondu à l'appel lancé par un groupe de prêtres intellectuels et laïcs catholiques pour réclamer la réouverture de la CNS dans ce qui fut l'une des plus grandes manifestations depuis l'indépendance du pays. Arborant bougies, rameaux et chapelets, le manifestant ont défié l'interdiction des autorités, exprimant ainsi leur désir ardent de voir la CNS reprendre ses travaux. Face à cette mobilisation massive, la répression a été d'une violence inouïe avec des tirs à bout portant de la part de forces de l'ordre contre les protestataires. 2 mois après ces événements tragiques, malgré l'opposition du Premier ministre qui dénonçait le coût budgétaire des travaux de la CNS réunissant 2650 délégués, ce forum a finalement repris ses activités. Il aboutira à la désignation d'Étienne Tshisekedi comme Premier ministre du gouvernement de transition le 15 août 1992, marquant ainsi un tournant dans l'histoire politique du pays. La CNS clôturera finalement ses travaux en décembre 1992, laissant derrière elle un héritage et des souvenirs indélébiles dans la mémoire collective congolaise. Cette commémoration rappelle la lutte pour la démocratie et les droits des citoyens en RDC, ainsi que le sacrifice consenti pour atteindre ces idéaux. Vous allez préciser avec moi qu'il s'agissait bien évidemment de la marche de chrétiens. En RDC, l'archevêque Ejiba Yamampia Évariste, nous sommes toujours dans le contexte religieux, c'est Tom de Dieu a été réélu ce samedi pour un mandat de 5 ans à la tête de la plateforme de confession religieuse. Dans son discours, son speech bien évidemment, le représentant légal de l'église de Réveil du Congo a promis un soutien inconditionnel au président de la République. Par analogie avec la foi, il s'est dit prêt à l'accompagner sur tous les fronts et dit que l'église ne peut faire l'opposition, une réaction qui a suscité polémique. Didier Ilunga pour plus de détails. Investi samedi 14 février 2026 à Kinshasa, le président de l'église des Réveils au Congo, l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, a officiellement pris le règne d'une plateforme religieuse influente. Mais au-delà des appels classiques à la paix, à la réconciliation et à l'unité nationale, une phrase a cristallisé la tension et a déclenché la polémique. Selon lui, la véritable église ne peut pas faire l'opposition. Une déclaration lourde de sens dans un contexte politique et institutionnel sensible en République démocratique du Congo. Pour nombre d'observateurs, affirmer que l'Église ne peut pas être dans l'opposition revient à redéfinir, voire à restreindre son rôle prophétique et critique dans l'espace public. La chef du gouvernement, présente à la cérémonie, a pour sa part exprimé la volonté de son équipe de s'appuyer sur les églises comme partenaires sociaux, notamment dans l'éducation et la santé, conformément au 4e pilier du programme d'action 2024-2028. C'est précisément ce rapprochement qui alimente les interrogations. Certains analystes évoquent un possible duel État-Église, estimant que les confessions religieuses seraient désormais intégrées de fait au plan d'action gouvernemental. Or, l'Église des Réveils au Congo représente une force sociale considérable. Fondée en 1997 par 14 pasteurs et dotée d'une personnalité juridique par arrêté ministériel, elle est souvent perçue comme un contrepoids à la très influente Église catholique, historiquement critique vis-à-vis du pouvoir. Dans ce contexte, la déclaration d'Évariste Ejiba Yamampia rend une dimension politique pour ses partisans. Il s'agit d'un appel à la responsabilité et à la neutralité institutionnelle de l'Église, afin d'éviter toute instrumentalisation partisane. Pour ses détracteurs, en revanche, affirmer que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition risque d'installer une confusion entre loyauté institutionnelle et alignement politique. Plusieurs voix s'inquiètent déjà d'un possible affaiblissement du franc-parler ecclésiastique face aux dérives éventuelles dans la gestion publique. L'histoire récente du pays montre pourtant que les églises ont souvent joué un rôle d'arbitre moral, voire des lanceurs d'alerte dans les périodes de tension.
De l'église du réveil au Congo à celle de catholique, il n'y a qu'un seul pas à franchir. Le mouvement de maman a fêté donc ses 40 ans à Kinshasa le dimanche 15 février dernier. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à la messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Sacrement de Delvaux aux côtés des mamans catholiques pour célébrer la foi, l'émancipation et le rôle des femmes dans la société. Suivez. À Kinshasa, la paroisse Saint-Sacrement de Delvaux a vibré au rythme d'une célébration exceptionnelle. Le mouvement de mamans catholiques célèbre cette année ses 40 ans. La messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Sostène Aïkouli Adjoua, évêque du diocèse de Mahagi, Nyoka. Dans son homélie, il a invité les fidèles à choisir le chemin de la sainteté et à lutter contre la colère, la convoitise et les pensées impures. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a répondu à l'invitation du mouvement. Une présence saluée par la présidente du MMC, Yvonne Mokonda Ifoku, qui a rappelé l'importance de l'émancipation de femmes dans la famille et la société. Parce que la maman, c'est une lumière, la grande institutrice par excellence. C'est la maman qui apprend tout à l'enfant. C'est pour ça que j'ai bien souligné que la maman puisse prendre conscience de qui elle est. Une personne qui apporte tant de choses, qui apporte la lumière là où elle est. C'est ça justement, nous voulons marteler sur cela, que la maman en soi puisse prendre conscience de qui elle est et de ce qu'elle doit apporter autour d'elle. Créé par le cardinal Joseph Albert Malula, le mouvement de mamans catholiques œuvre depuis 4 décennies pour la dignité, la foi et la responsabilité de femmes. Le cardinal Malula, quand il a créé ce mouvement, c'est pour que la maman se conscientise le rôle qu'elle a à jouer au sein de sa famille, de l'Église, de la société et du pays tout entier. Un moment fort de la célébration, les dévoilements du buste en mémoire de feu Monseigneur Edouard Kisonga, ancien évêque auxiliaire de Kinshasa, pour lesquels la paroisse représentait une cathédrale. Pour les participantes, cette célébration est bien plus qu'un anniversaire, c'est un appel à la réflexion, à la gratitude et à l'exemple pour les générations futures. À 40 ans, le mouvement de mamans catholiques continue de guider les femmes congolaises dans leur foi, leur rôle familial et leurs engagements dans la société. Vous avez donc reconnu la voix de Daniela Akalala. En sport, le feuilleton juridique qui opposait le Nigeria à la RDC vient de connaître son épilogue. La FIFA a officiellement rejeté la plainte déposée par les Super Eagles concernant l'éligibilité de plusieurs joueurs congolais. Une décision qui met définitivement un terme aux espoirs de repêchage d'Abuja et confirme la qualification de Léopard pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026. Le détail dans cet élément. Après leur élimination au tir au but lors de la finale de barrage africain en novembre dernier, les dirigeants nigérians n'avaient pas digéré la pilule. Rapidement, une plainte avait été déposée auprès de l'instance mondiale du football. Le motif, l'éligibilité de 9 joueurs congolais. Selon la fédération nigériane, ces binationaux ne respecteraient pas la législation congolaise qui n'autorise pas officiellement la double nationalité. Les experts juridiques et les observateurs du football africain l'avaient anticipé. Cette plainte avait peu de chances d'aboutir. La FIFA applique ses propres règlements en matière d'éligibilité et la législation nationale d'un pays ne prime pas sur le statut de l'instance mondiale. Pour qu'un joueur soit éligible, 2 conditions essentielles doivent être remplies: détenir un passeport valide et obtenir l'approbation officielle du changement d'association nationale lorsque cela est requis. Après analyse approfondie des dossiers, la FIFA a confirmé que la FECOFA avait scrupuleusement respecté toutes les procédures. Les joueurs concernés disposaient des passeports congolais en règle et leur changement des nationalités sportives avait été validé bien avant le match de barrage. Certains d'entre eux évoluent d'ailleurs dans le plus grand championnat européen. Du côté congolais, cette décision est perçue comme une reconnaissance du sérieux retrouvé de la fédération. Le nouveau management de la FECOFA a été salué pour son efficacité dans la gestion administrative et juridique du dossier. Le document fourni à la FIFA était complet, précis et conforme au règlement. Une approche professionnelle qui contraste avec certains
certaines périodes troubles du passé. Chancel Mbemba, capitaine des Léopards, avait déclaré après la victoire contre le Nigeria que le match se gagne sur le terrain, pas dans le bureau. Cette phrase résonne aujourd'hui avec une force particulière. La FIFA vient de lui donner raison en confirmant que le football reste avant tout une affaire des performances sportives. Avec cette affaire classée, les Léopards peuvent désormais se projeter sereinement vers les rendez-vous de mars au Mexique. L'attention se porte entièrement sur la préparation physique et tactique. Sébastien Desabre dispose de plusieurs semaines pour peaufiner son effectif et travailler les automatismes. La RDC disputera la finale du barrage intercontinental contre le vainqueur du duel Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. Une seule victoire sépare désormais des Congolais de la Coupe du Monde. Et cette fois, aucune plainte ne viendra leur voler ces rêves devenus presque palpables. Et comme nous parlons de Léopard de la RDC, sachez que le pays ne comptera qu'un seul représentant en son actif en quart de finale de la Coupe de la Confédération après la qualification historique de l'AS Maniema-Union, tandis qu'en Ligue 2 Champions, le FC Saint-Eloi-le-Popo a pris la porte. Suivez. Le Football Club Saint-Eloi-le-Popo voit son aventure en compétition africaine s'arrêter suite au réalisme d'un joueur congolais évoluant au club soudanais. Reçu par Al Hilal Omdurman du Soudan au stade Amaoro au Rwanda, ce samedi 14 février, le représentant de la RDC s'est incliné 1-0 dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Steven Ebouela est l'auteur de l'unique but à Sassa. C'est là le sort de Lumpa, l'ancien joueur de l'AS Dauphin Noir, a trouvé la faille à la 26e minute, trompant ainsi Simon Omosola. Après ce but, les Congolais n'ont plus relevé la tête, laissant le point filer. Cette défaite brise le rêve des cheminots de marquer un peu plus leur histoire après avoir franchi pour la première fois la phase de groupe. Une victoire les aurait qualifiés en 8e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. Par contre, en Coupe de la Confédération, l'AS Maniema-Union a... Envolons-nous maintenant, madame, messieurs, en dehors de Kinshasa et de la RDC. Le Burkina Faso et l'Algérie franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations économiques. Réunis à Ouagadougou, le ministre burkinabé Yacouba Zabré Gouba et son homologue algérien, le ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines, Mohamed Akbar, accompagné d'une délégation officielle, ont engagé une relance active de la coopération bilatérale dans le domaine de mines, de l'énergie et des hydrocarbures, une initiative stratégique visant à optimiser la valorisation de ressources naturelles de des pays. Patience Sokek. Le Burkina Faso et l'Algérie franchissent une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations économiques. Réunis à Ouagadougou, le ministre burkinabé Yacouba Zabré Gouba et son homologue algérien, le ministre d'État chargé des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, accompagné d'une délégation officielle, ont engagé une relance active de la coopération bilatérale dans les domaines de mines, de l'énergie et des hydrocarbures. Une initiative stratégique visant à optimiser la valorisation des ressources naturelles des deux pays. Les échanges ont notamment porté sur la gestion transparente des titres miniers et le développement de la chaîne de valeur extractive. Selon les données évoquées, l'Algérie a enregistré en 2024 une hausse de 1,2% de sa production minière, tandis que le Burkina Faso a produit 60,8 tonnes d'or, représentant 84% de ses exportations totales. Les discussions ont également abordé la transformation et la commercialisation de produits extractifs ainsi que le partage des données géologiques afin de renforcer l'attractivité des investissements. La gestion de la rente minière s'est imposée comme un point central en phase avec les priorités burkinabées liées au développement durable et à la maximisation de retombées économiques. Cette revitalisation de relations algéro-burkinabées intervient dans un contexte marqué par la recherche de la performance et des souverainetés économiques. Les deux parties entendent désormais traduire ces engagements en actions concrètes fondées sur le partage d'expertise et une coopération technique durable dans les secteurs extractifs et énergétiques.
À l'approche du mois sacré, le mois du Ramadan donc, la hausse marquée de prix sur le marché égyptien inquiète le consommateur, retarde l'approvisionnement lié à des perturbations portuaires, pouvoir d'achat en baisse et produits traditionnels plus coûtés alimentent le tension malgré un léger ralentissement officiel de l'inflation et l'annonce de mesures sociales par le gouvernement. Encore une fois, Patience Tokeke. À l'approche du Ramadan, période habituellement marquée par une forte activité commerciale, l'ambiance est plus tendue sur le marché égyptien. Les étiquettes s'envolent, les paniers se remplissent moins et l'inquiétude gagne les consommateurs confrontés à un pouvoir d'achat en recul. Cette hausse de prix serait liée notamment au retard des dédouanements de marchandises, conséquence des mouvements sociaux ayant perturbé récemment l'activité portuaire. Résultat, de produits plus rares, plus chers et une demande qui s'essouffle. Dans les rues du Caire, certains habitants constatent une flambée spectaculaire. Ils racontent que les lanternes traditionnelles du Ramadan, autrefois accessibles, coûtent désormais plusieurs fois leur prix habituel. Même les denrées emblématiques comme le date ont enregistré des augmentations en quelques jours seulement. Paradoxalement, le chiffre officiel signale un léger ralentissement de l'inflation, 10,1% en janvier contre 10,3% en décembre 2025, soit une évolution encore peu perceptible pour le ménage. Face à cette pression, le gouvernement égyptien a annoncé des mesures sociales destinées à soutenir les populations les plus vulnérables durant cette période sensible. La revue de presse à présent avec la sélection et les commentaires de Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Géopolice Hebdo rapporte que, en marge de la 39e session de l'Union africaine à Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi a tenu plusieurs entretiens diplomatiques axés sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Avec Joao Lourenço, les discussions ont insisté sur l'urgence d'opérationnaliser le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Le tri hebdomadaire souligne aussi son échange avec Cyril Ramaphosa dans un contexte marqué par la condamnation publique par l'Afrique du Sud de l'occupation de certains territoires congolais par la FCM23. Géopolice résume cette séquence comme une volonté de mobiliser les partenaires africains autour d'une réponse concertée. La référence plus estime que l'entrée en vigueur du cessez-le-feu proposé par Luanda constitue un véritable test de bonne foi. La consoeur rappelle qu'il est un secret des polichinelles que la FCM23 n'a jamais fait preuve de bonne foi et demande la fera-t-elle cette fois-ci. Le tabloïd indique que le mécanisme signé à Doha vise une cessation effective, contrôlée et durable et que les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu ainsi que leur détermination à appliquer de bonne foi l'ensemble des dispositions. Sur le même sujet, le Nouvel Observateur note que, après près de 3 décennies d'insécurité, la lueur d'espoir se pointe à l'horizon. Sebi hebdomadaire estime que Paul Kagame s'est plaît à verser des sangs humains et continue à violer les différents accords de paix. Il rappelle que tout a une fin et cite l'exemple de Jonas Savimbi qui a fini très mal pour s'être entêté. Pour le Nouvel Observateur, si l'homme fort de Kigali choisit de marcher sur toute la communauté, mobilisée pour la paix en RDC, il ne s'en prendra qu'à lui-même. Le journal affirme que le président Félix Tshisekedi lui-même doit s'assumer et prendre des décisions allant dans l'intérêt supérieur de la nation. Le potentiel, quant à lui, rapporte que la RDC a d'ores et déjà accepté le principe d'un cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité, d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique. Le confrère rappelle que le cessez-le-feu implique un gel strict et immédiat des positions, l'arrêt de tout renforcement militaire, l'interdiction de toute tentative de modification du statu quo et la fin de tout appui extérieur aux groupes armés. Sur le plan économique, Chronique Info explique que les économies africaines sont fortement affectées par les pratiques de transfert de bénéfices. Le journal donne l'exemple d'une entreprise qui vend sa production à un prix bien inférieur au marché à une filiale située dans une juridiction à faible fiscalité, laquelle revend ensuite à sa valeur réelle. Selon le Task Justice Network, les multinationales transfèrent chaque année 51,6 milliards de dollars américains hors d'Afrique, entraînant 15 milliards de dollars de pertes fiscales et limitant la capacité des États à financer l'éducation, la santé et les infrastructures. Africa News révèle
quant à lui, quand en République démocratique du Congo, une majorité des citoyens subit une pression fiscale excessive et délétère. Selon un sondage de l'Institut Le Point, 76% des personnes interrogées se déclarent en situation très précaire. Les confrères évoquent un harcèlement fiscal et moral quotidien marqué par la multiplication des taxes et prélèvements imputés à la DGDA, la DGI, la DGRAD et à certaines régies provinciales, souvent sans transparence. Dans un pays dépendant des importations, chaque variation du dollar se répercute immédiatement sur le prix, affectant l'ensemble de la chaîne économique. Fin de cette revue de presse, au revoir. C'est donc avec la voix de Don Momat que ce journal s'achève. Madame, Messieurs, place au rappel de 3 principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal que Évariste Ndayishimiye est désormais le président en exercice de l'Union africaine. Le président du Burundi arrive dans un contexte délicat alors que le Nord Kivu connaît une montée des tensions avec l'offensive du M23 tandis que son pays combat aux côtés des FARDC. Vous avez suivi cette analyse de Don Momat. Et puis nous vous avons parlé de l'historique de Pacajuma, c'est bidonville emblématique de Kinshasa, longtemps toléré comme une zone de survie et de non-droit qui fait face à une destruction radicale. Vous avez des détails avec Gigi Nende. Puis à l'approche du mois sacré, le mois consacré au Ramadan, la hausse marquée de prix sur le marché égyptien inquiète le consommateur. C'est donc la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez José Junior Ouawa ce mardi pour la présentation. Quant à moi, je vous quitte avec cette pensée. Soyez prêts à avancer seul. Les gens peuvent changer sans prévenir. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.